Secure, épisode technique. Je suis accompagné de Camille et Steve. Comment allez-vous? Salut, ça va bien toi? Très bien. Salut, aussi. ça va numéro 1. Cool! Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'identité dans un contexte OT. C'est très particulier comme univers. C'est très pareil et différent des IT parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transposées du monde des IT vers le OT, ce qui, des fois, donne des résultats un peu étranges. Puis on va commencer par, pour moi, la plus grande étrangeté, c'est qu'on a mis des AD du côté du OT, parce que pour moi, ça fait un non-sens, parce que c'est déjà une bébite difficile à gérer d'un côté IT. Si on met ça du côté OT, c'est comme se générer du problème. Mais ça, c'est ma perception des choses, puis je vais vous laisser commencer avec ça. Kevin, probablement beaucoup plus d'expérience que moi sur ces univers-là. Moi, donc... ouais, non, mais battez-vous pas, là. Les AD, c'est souvent quelque chose que dans les TO, quand on va faire des pentests, on va être capable de compromettre de façon ultra facile parce que les configurations sont pensées. Donc, si on parle un peu des AD, je vais toujours penser à aller dire toujours il faut un AD pour TTI puis il faut un AD pour TOT. Complètement, ça soit séparé. Mais on a vu des histoires d'horreur facilement dans tout ce qui était des configurations qui ont mal été faites parce que ça a été fait par des opérateurs. Comme un peu que ce que tu as dit, c'est quelque chose qui est très compliqué, puis si tu n'as pas la formation, ben ça commence mal pour manœuvrer cette bébête qui est compliquée, comme tu as dit. C'est compliqué, puis par design, c'est pas très sécure. Puis moi, je l'avoue, là, je suis pas très versé tout ce qui est Active Directory. Là, c'est une science en soi. Mais je pense que ce système d'identité-là, là, il met tellement l'emphase sur la rétrocompatibilité que je comprends pas pourquoi qu'on est encore capable, par exemple, de supporter des protocoles comme NTLM V1 dans un Windows Server 2019-2022. Là. À partir d'un certain point, c'est retiré, mais des fois, c'est encore possible. C'est pourquoi qu'on peut encore faire du SMB V1. Oui, ça veut dire j'en ai encore du SMB V1. Ben, mais ça serait peut-être te prendre un service de te l'enlever de façon forcée. Là. Mais quand tu commences à te plonger là-dedans, tu te rends compte qu'il y a tellement de portes à fermer pour juste que ça soit correct. Je peux bien croire qu'on a une gestion centralisée des usagers et des mots de passe, puis qu'on ne se bat pas de machine à machine comme un groupe de travail, mais c'est cher payé pour administrer des identités AD, mais bon, ça a l'air que c'est un passage obligé. Là. C'est ça, c'est une bébête qui est complexe. L'AD, c'est pas fait pour ça, ça n'a jamais été conçu pour ça, puis c'est tellement un empilade de choses, puis c'est complexe, puis ça devient un champ d'expertise complet, ce genre de choses-là, puis de la complexité inhérente à ce que c'est. Là. Donc, c'est un peu étrange, puis en plus que là, c'est pas toujours nécessairement du monde IT qui est configure, ou des fois, c'est du monde IT qui est configure, mais avec aucune connaissance du monde DOT, donc aucune collaboration. Ça crée plein de situations weird. J'ai même entendu de certains collègues il y a quelques années où est-ce que il y avait des AD qui ont été en fonction de façon séparée, puis il y avait avec le temps une bonne différence au niveau de la base de temps. Puis j'ai pas aidé tout le mécanisme de défaillance, mais à un moment donné, ça l'a corrompu l'AD. Puis c'est extrêmement difficile de se sortir de cette situation-là quand ça arrive. Là. C'est vraiment un cas d'exception. Puis c'est absolument l'enfer. Parce que là, il a fallu rebâtir toutes les identités pour être capable d'opérer. Donc, il y a vraiment des raccoins obscurs là, que tu peux arriver avec un AD, mais bon, ça a l'air que c'est requis. Là. Oui, puis le temps est un élément très important dans le fonctionnement de l'AD.
parce que les protocoles crypto qui sont associés fonctionnent nécessairement tout le temps avec l'élément de temps. Je pense qu'il y a une tolérance de maximum 5 minutes entre les différents éléments et dès lors, si ça dépasse le 5 minutes, tu perds toute capacité de synchronisation, puis probablement tu n'es plus capable d'opérer, donc tu arrives à l'élément de corruption comme tu le mentionnes. Là. Puis à la base, il y a plein de choses que, exemple, c'est tellement ouvert que l'AD ne va pas te proposer une structure par défaut. Tu vas ajouter un ordinateur à ton domaine, il va tomber dans ordinateur ou computers, qui n'est pas une unité organisationnelle, mais juste un conteneur. Donc, tu n'as pas de GPO qui sont nécessairement appliqués. Fait que de facto, tu as une application inégale des politiques. Là. Fait, puis si tu veux vraiment automatiser tout ça, il faut quand même que tu altères la structure de ton AD pour que ça soit smooth. Donc, je pense qu'un admin principal AD, quand tu réussis à t'en décoter un en TO, tu y fais attention. Parce que c'est vraiment de la haute voltige. Oui, absolument. C'est assez rock'n'roll quand on est dans cet univers-là. Puis en plus, ça revient à toutes les reliques qu'on retrouve en OT aussi, parce que si tu as un AD, tu joins des postes, ça veut dire que tu as des postes Windows dans ton environnement OT. Puis des fois, tu as des mauvaises habitudes qui s'y installent aussi. Même si le bénéfice d'avoir une authentification centralisée, une gestion centralisée des postes Windows, ça l'amène des mauvais plis aussi. Puis je pense que le monde outil n'a pas toutes les cicatrices de guerre qu'on a en IT avec toutes ces choses-là. Donc, ils n'ont pas encore appris par leurs erreurs comme on a appris avec nos erreurs en IT avec toutes les conséquences d'un AD notamment. Ouais, mais tu sais, même aussi, moi, je vois encore des clients qui, des fois, ils ont juste pas d'AD. Hein. Puis, tu vois, l'autre fois, j'avais un client, puis j'y ai mis comme point positif qu'il y avait un AD séparé de ses IT, parce que ça arrive quand même souvent que j'en vois pas. C'est soit tous des comptes locaux, c'est soit que c'est un AD qui est avec tes IT. Fait que on le met quand même d'un point positif quand on voit qu'il y a des sites qui ont des AD parce que encore une fois, quand c'est plus du manufacturing ou certains types d'industries vont avoir encore moins de ça. Fait que il y en a qui sont même pas rendus à ce niveau-là de maturité, on peut dire, de leur côté Théo. Puis ils vont juste avoir des comptes partout local, puis avec les mots de passe sur des post-it juste à côté de l'ordinateur. Ouais, c'est ça l'amène d'autres problèmes, mais dans ces circonstances-là, puis là, tu amènes un exemple intéressant. Y a-tu des solutions alternatives à avoir un AD au lieu de mettre des post-it sur toutes les choses ou c'est peu ou pas faisable dans un environnement outil? Au niveau des consoles de visualisation, on repose énormément sur des technologies Windows. Puis, je ne suis pas certain que c'est possible dans un environnement Windows de si facilement que ça substituer un Active Directory pour s'authentifier. Puis, on n'a pas si tôt fini de se battre avec un Active Directory. Sous-jacent à ça, on a aussi tout le service DNS qui est requis là, de pair avec l'AD. Fait que, elle est à la fois très bon avec l'AD et tous ses méandres et le service DNS. Fait que là, ça en rajoute une couche. Puis le service DNS, puis ça, c'est un parallèle avec ça, parce que ça, c'est avec l'identité, au sens où l'AD transporte ses DNS avec la facilité qui va avec. Mais ça, dans un contexte OT, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence de ne pas avoir un DNS géré par l'AD, par exemple? J'aurais pas idée des conséquences, mais je sais que dans d'autres technologies, pour s'éviter justement des problèmes de DNS, on retourne des fois dans les bons vieux host files, qui peut être vu pour certains comme une pratique qui est archaïque. Et quand on veut être certain que ça marche bon an, mal an, ça fonctionne comme ça avec des robots copies, puis on distribue les host files aux bons endroits. Parce qu'on est certain que ça va marcher.
Je vois pas un énorme problème à ça dans la mesure où c'est bien fait, c'est bien documenté, là, on s'entend. Là. Quand c'est fait avec de la broche, des fois, ça ou de polythène, on peut avoir des problèmes, mais c'est bien fait, il n'y a pas de problème à ce type de choses-là. Donc, il y a comme des reliques du fait que l'AD s'est imposé du côté de TI, ben, vous subissez du côté de TO essentiellement cet aspect-là. Puis surtout quand si vous avez des postes Windows qui vivent dans ces univers-là, vous êtes contraint. Et ce qui est particulier aussi, c'est que dès que tu as un usager identifié, c'est très facile d'énumérer énormément de choses avec un AD. Fait que tout ce qui est le principe du need to know, ça, on oublie ça. Tu es capable d'extirper une très, très grande quantité d'informations très facilement d'un AD, puis je suis pas sûr que ça sert la cause bien, bien non plus. Là. Ouais, ben oui, effectivement, le fait de drainer les informations de l'AD, puis c'est des attaques qui doivent se voir, puis là, je relance un peu la balacramie dans tes pentests, tu dois le voir, l'énumération des AD dans ce que vous faites. Oui, ben si on le fait, on va, avec mes collègues là, on fait les pentests plus là, c'est plus eux qui vont faire ça. Fait que quand on le voit, on peut utiliser des outils comme on utilise dans les TI, Bloodhound, puis après on voit tout le chemin. Mais aussi quand on fait des analyses, des analyses avec des scripts de toutes les AD, les trouvailles des fois qu'on trouve du genre password not required. Ça arrive souvent qu'on va avoir des comptes comme ça qui vont pas avoir de protection. Mais après, il y a un autre point qui est quand même super important à parler quand on parle d'AD aussi, quand on est dans les TO, c'est tout ce qui est les relations avec les fournisseurs. Parce que tu peux penser à un Rockwell Siemens de ce monde qui supporte ton serveur, qui supporte tout ton système. Puis lui, si son système, dans son AD, il a besoin de telle configuration, puis après, toi, tu vas changer, puis tu vas aller mettre quelque chose de plus secure, mais ça peut causer des problèmes juste dans tes opérations. Donc, ça peut causer soit que le serveur ne pourra plus se connecter, il ne pourra pas avoir l'information. Tu vois, on en a fait un dernièrement, puis après, on a fait des recommandations, mais toutes les recommandations étaient à surveiller avec ton fournisseur parce qu'il faut que tu t'assures que ton fournisseur va approuver tous ces changements-là sur les serveurs ou sur les machines qu'il supporte. Ça aussi, c'est un autre point que je pense que quand on parle d'AD dans les TO, qui est complètement différent avec les TI, parce que tu vas moins avoir ce besoin-là d'aller chercher avec tes fournisseurs. De là, l'intérêt de l'avoir séparé, parce que de un, si ton ADTI est compromis, tu ne peux pas pivoter, de un. Et de deux, comme tu le mentionnais tantôt, Camille, il y a certains grands systèmes de contrôle que même les droits d'accès au niveau de la solution d'automatisation vient de groupe AD. Donc, s'il y a une erreur de manipulation puis qu'on vient qu'à déplacer, mettons, certains groupes dans les mauvaises OU, ben, toute l'équipe d'opération n'est plus capable d'opérer. Et ça, c'est déjà arrivé et c'est une catastrophe. Ça arrive souvent de quelqu'un qui fait une opération très, très haut dans un OU à haut niveau, puis vient à carrément balancer une paquet de groupes qui disent que ça sert à rien. Puis, quelques minutes plus tard, je vous le dis, c'est la panique sur les radios. Là. Puis, c'était juste quelques petits OU qui servaient à rien, là, mais au final, là, on a mis l'usine à terre. Là. Donc, c'est des journées assez désagréables là, pour les équipes d'opération. Là. Fait que c'est pour ça que moi, ce que je préconise, là, si tu peux avoir un admin principal qui s'occupe juste de ton ADTO, puis de maintenir ça, que ça roule smooth, ça le vaut. Là. C'est sûr que tu peux te permettre ça quand tu es une plus grande entreprise. Là. Si tu es une très, très petite entreprise manufacturière, c'est pas si évident que ça. Tu as intérêt à avoir une bonne structure d'OU puis que ça soit déjà bien monté au départ. Là, mais je vais faire même un parallèle. Je trouve que dans les TO, en règle générale, il faut que tu t'assures toujours d'avoir quelqu'un qui est là. Même si on parle d'une solution d'un scan passif
qu'on introduit. C'est super important d'avoir des gens qui sont là, qui vont comprendre la nuance, parce que on parlait un peu d'exemple tantôt de si tu as un opérateur qui a ses gros gants puis qui veut essayer d'appuyer sur... Oui, ça c'était triste. Là. Je l'ai appris de mes amis au Saguenay là, quand on faisait de l'aluminium. Puis c'est une très belle solution qui permettait de suivre une partie du procédé industriel. Puis c'était intégré avec une tablette industrielle. Puis il y avait une application hébergée style Citrix. Mm-hmm. Mais de s'authentifier dans une salle de cuve à moins 25 avec toute la protection respiratoire puis les gros gants, puis rentrer à toutes les 10-15 minutes le même mot de passe à 16 caractères qui devait peut-être changer à tous les 45 jours, ça l'histoire le dit pas. Mais ça a été à un tel point que c'était ça l'une des sources du flop, que les opérations se sont détournées de la solution, parce que tout ce qui est la conception centrée sur l'humain, c'était un échec, parce que on le voit, la plupart des systèmes d'identité sont développés dans une vision de bureautique, là, mais quand on déplace le lieu de l'opération, là, on est dans un autre univers, puis c'est pas toujours des mécanismes qui sont adaptés. Là. Oui, notamment, puis c'est très étrange que il n'y a pas une adaptation, une mise en contexte, puis ça, j'arrive pas à le comprendre, parce que je suis probablement un des premiers à promouvoir énormément le fait d'adapter les solutions dans le contexte dans lequel ils sont, puis justement, cette solution-là, d'un point de vue production, devait avoir des avantages certains. Puis je suis sûr qu'il y avait des moyens alternatifs pour réduire les accès et tout. Là. Il y en avait, mais j'ai pas pu aller au bout de la réflexion, mais j'étais avec une analyste là-bas, puis elle me disait, on était en train ensemble de faire vraiment le parcours d'un opérateur, puis on était vraiment on commence dans le stationnement. Donc, tu sors de ton pick-up, fait moins 20, t'es au Saguenay, puis qu'est-ce que tu passes? Pour finir, on disait, même si on leur dirait leur téléphone pour se rendre à ces emplacements-là, il y a certaines équipes qui passent par la douche. Donc, tu ne traîneras pas nécessairement La seule chose qui traînait, c'est le badge. Fait que ça aurait peut-être été intéressant d'avoir certaines technologies de badge là, qui auraient pu servir de token d'authentification, là, mais il faut vraiment le penser, là, puis en fonction de centrer sur l'usager là, dans certains cas. Là. Ouais, puis même plus loin que centrer sur l'usager en ce sens-là, c'est pourquoi elle avait besoin de se verrouiller aux 15 minutes? Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin réel? Puis pour avoir travaillé chez Alcan, puis j'ai vu les usines, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de verrouiller la session au bout de 15 minutes? Pour ce que j'avais vu à l'époque, puis ça, c'est il y a 25 ans de ça, il n'y avait aucune raison qui pouvait justifier que la session se verrouille au bout de 15. Elle aurait pu se verrouiller au bout de 3 heures ou même peut-être 8 heures. On regarde les chiffres de travail puis on aligne ça avec comment les gens travaillent et non comment, genre, quelqu'un, c'est dans un bureau à Montréal, a décidé que c'était la meilleure idée de faire. Là. On voit clairement une déconnexion grave entre les deux. Là. Oui. Et surtout que côté Théo, il faut vraiment faire l'analyse du risque, mais souvent, tant qu'on est juste en présence de télémétrie, des lectures de quelque chose, il n'y a pas une composante de confidentialité si élevée que ça dans des lectures en temps réel dans un système Théo. Donc, le volet confidentialité, perte de données, il est pas si vrai que ça, surtout pour un appareil qui est appelé à donner des lectures en temps réel. Là. Je dis pas si tu as une station d'ingénierie ou un ingénieur de procédé où il y a des secrets industriels, ça c'est un autre animal, mais effectivement, dans une salle de cuve, non, c'était pas approprié, mais c'est que ces genres de solutions-là, tu peux pas vraiment bien les développer dans un bureau. Faut que tu y ailles, faut que tu ailles voir. Pour te rendre compte, c'est les petits détails qui font toute la différence. Je sais pas si tu le vois souvent chez tes clients, là, la diversité des environnements physiques qu'ils ont, là, c'est frappant. Là. Je pense que ceux qui sont le mieux gérés, c'est ceux qui travaillent le plus ensemble. Parce que tu vas avoir les gens de TI qui vont y aller, qui vont pouvoir le voir, comme tu as dit, qui comprennent la nuance, qui vont pouvoir l'appliquer. Puis ça, quitte à ce que ça soit une journée au mois, qu'ils peuvent juste aller voir puis
étayer un certain processus. Je pense que ça fait vraiment partie de la collaboration IT-OT. Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'on des deux côtés, tu sais. Des deux côtés, il faut comprendre la nuance de l'autre pour avancer. Tu le mentionnais un peu tantôt, là, quelqu'un a pensé dans un bureau, puis tu sais, si tu fais de la non-répudiation, ce principe-là, tu sais, un absolu, ben des fois, c'est pas toujours approprié, tu sais, comme il y en a beaucoup de consoles, là, comme je mentionnais en off tantôt, que tu sais, la console opérateur, oui, force est d'admettre, c'est probablement opérateur, mais tu sais, il y a des mesures de contrôle physique pour aller à une salle de contrôle. Essayez pas ça chez vous, là. Non. N'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels, ou on ne sait pas ce qu'on fait. Mais c'est surtout que l'accès physique est contrôlé, puis au niveau le code administratif, tu sais, souvent, il y a un principe de maître opérateur, puis c'est le seul maître à bord. Tu sais. Durant un quart, peu importe s'il arrive sur la console, souvent, les entreprises font que peu importe c'est quoi, mais c'est toi qui es blâmé parce que c'est toi, à ce moment-là, qui est le maître opérateur. Donc, c'est vraiment tenir mordicus à changer des mots de passe, puis avoir des comptes nommés, puis d'alourdir le transit des quarts, parce que eux, c'est 24/7. C'est 3 quarts par jour, 2 quarts par jour. D'alourdir cette mécanique-là, puis d'amener de l'incertitude, ben ça devient un irritant, comme les mots de passe qui changent tous les 45 jours aussi. Oui, de toute façon, puis c'est ça d'oublier comment ces corps d'emploi-là fonctionnent, puis tu l'as mentionné, puis je trouve ça intéressant. Donc, tu as comme un capitaine à bord, puis c'est lui qui, peu importe ce qui se passe, c'est lui qui va manger le blâme. Et c'est un contrôle de processus, puis c'est un contrôle humain qui compense bien des mesures techniques qu'on n'a pas besoin de mettre pour ce genre de choses-là. Puis malheureusement, puis ça, je l'ai vu, je le vois beaucoup en TI, on n'en tient pas compte dans le processus, comme quoi il y a des humains qui sont là et leur présence vient compenser une faiblesse d'un contrôle technique. Si on parle de mots de passe, que des contrôles techniques, dès lors, on n'a pas besoin de réattentifier la personne au bout de 15 minutes ou même 5 minutes. J'ai déjà vu des affaires qui avaient des aberrations comme ça, qu'on fait juste se lever de son bureau, on revient, puis pouf, c'est verrouillé. Surtout dans un univers où on vit à la maison maintenant, beaucoup de notre travail se fait pas ça. Mais dans un contexte Théo, puis je pense que vous avez mentionné, t'es badgé quand t'es rentré sur le site. Dans certains espaces, tu es dans des habits d'astronaute. Là. Pour arriver avec ton habit d'astronaute, faut que beaucoup de volonté. Là. C'est du travail, là, se rendre avec ton habit d'astronaute à moins 20 l'hiver, comme tu mentionnais. Là. Puis il y a même certains systèmes de contrôle industriel, là, quand c'est bien fait et c'est configuré, que tu peux avoir le compte par défaut qui est l'opérateur qui donne même côté système de contrôle des accès limités. Puis tu peux avoir des trucs comme le single sign-on en technologie Honeywell. Puis là, tu peux élever tes privilèges, mais c'est pas au niveau Windows que tu élèves tes privilèges. Tu les élèves au niveau du système de contrôle. C'est-à-dire que, mettons, tu as un système de contrôle qui dit mets la température, le point de consigne à 110 Celsius. Tu fais du plastique, tu fais quelque chose, 110 Celsius. Puis l'opérateur ne peut pas aller plus haut que 115. Si tu veux changer un point de consigne, mais tu pourrais rentrer en mode superviseur ou ingénieur ou administrateur, puis vraiment changer le comportement de la programmation d'un système de contrôle. Par contre, ça aussi, c'est géré par des identités, puis c'est là que ça devient intéressant. C'est pas tous les systèmes qui le font, mais quand tu es capable d'utiliser, ben là, l'aspect de répudiation, il n'est pas si important que ce qui s'est passé sur l'actif Windows, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le système d'automatisme. Qui a fait les changements, quoi et pourquoi. Puis justement, on a pu résoudre certaines querelles qu'il y avait avec des cabinets de services professionnels, puis il avait fait une bonne job. C'était l'équipe d'opération pour nous trouver exactement c'est qui avait oublié. On a pu le dénouer avec ça, là, parce qu'il y a certains systèmes il y a un principe d'élévation des privilèges, mais au niveau du système de contrôle. Puis le Windows, on le regarde même plus. C'est pas ça le point central. Mais il y en a beaucoup d'éléments comme ça. Tu mentionnais de plusieurs niveaux, puis ça, on tombe toujours dans le contexte d'identité. Ces systèmes-là sont du courant ou c'est des systèmes plus modernes qui supportent cette espèce de séparation de privilèges? La plupart l'ont, là, puis si je brosse un portrait assez bref de ça, tu as vraiment lecture seule, opérateur, superviseur, ingénieur puis administrateur.
Puis souvent, ça peut être adossé à des groupes dans l'AD. Il y a certains systèmes, exemple comme les systèmes U5A, qui t'offrent énormément de flexibilité et de granularité sur comment tu distribues tes droits d'accès dans ta solution de contrôle. Mais souvent, si tu t'en tiens à ces 5 catégories-là de lecture seule à administrateur, il y a certains systèmes qui ont le principe d'élévation de privilèges. Puis dans l'arrière-scène, là, tout ce qui est la journalisation, l'audit trail, on peut recomposer qui a fait quoi. Donc, chaque commande, comme dans Windows, c'est un événement. Ouverture d'une vanne, c'est un événement. Fermeture d'une vanne, c'est un événement. Changement de point de consigne, c'est un événement. Puis même, il y a certains événements du genre, si l'augmentation de quelque chose, la dérivée excède quelque chose, c'est un événement. Fait qu'à la fin, là, si tu essaies de recomposer des trucs fâcheux, ben avec ça, tu es vraiment capable de savoir qui a fait quoi, parce que dans l'industriel, souvent, ben, quand il arrive quelque chose, souvent, quelqu'un a déréglé de quoi, puis c'est comme ça qu'on peut réussir à le retrouver. Ça vient avec, mais c'est pas toujours activé. Fait que les identités, dans ce cas-là, prennent une autre nature. Toi, quand même, de ton côté, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça dans tes différents mandats? Mais ça m'a fait beaucoup penser à plus de la réponse aux incidents aussi, de quand on va, avec tous ces contrôles-là, on est capable de remonter puis de voir qu'est-ce qui s'est passé, si attaque à voir. Après, tu sais, il y a toutes il y a tout le côté aussi d'avoir énormément de données dans les TO, que je vois que beaucoup de gens qui en prennent pas avantage. Donc, tu sais, c'est comme ça, comme que Steve disait, des fois c'est activé, des fois ça ne l'est pas. Mais après, c'est le fun de pouvoir y retourner, mais c'est pas tout le monde qui prend avantage de ces données-là. Ça, c'est un autre point aussi que je trouve que je vois beaucoup dans les TO, que on va pas l'utiliser à bon escient. Ouais, je prends le commentaire au bon, parce qu'exemple, ces grands entrepôts de données-là, des fois, pour faciliter l'accès, on va justement commencer à établir des trusts de l'environnement TI vers l'environnement TO pour accéder à l'historien de données en mode pull, c'est-à-dire que de façon intrusive, on descend vers le système de contrôle, on s'approprie certaines données, puis après, on fait une certaine logique d'affaires, c'est correct, mais ce qui était préconisé, c'est plus un côté push. Donc, tout c'est l'historien de données, de procédés qui devrait pousser ces données vers une réplique, un entrepôt de données côté TI, puis dans ne ta pas DMZ aller vers... même. Oui, exactement. Et ne pas mettre de trust entre les domaines, puis ne pas utiliser une identité à l'extérieur. Autrement, ben c'est là que tu commences à avoir des vols de mots de passe, puis tu peux pivoter vers l'environnement TO. Souvent, le talon d'Achille, c'est comment l'historien de données est intégré au côté corpo. C'est là que ça blesse le plus souvent. Oui, c'est bien difficile. Est-ce qu'il y a des logiciels spécialisés pour, ben là, tu parlais justement de passage d'un à l'autre, qui facilitent le passage des données d'un environnement à l'autre sans le risquer d'exposer des mots de passe ou des identités, puis qui pourraient justement amener un chemin facilité pour pivoter? Je te dirais que la plupart des grands éditeurs d'historiens de procédés ont les bons morceaux de robots pour le faire. C'est juste que souvent, pour épargner certains frais de licence, on a des approches plus risquées. Ce risque-là, il est très grand parce que c'est souvent, ben, il y a le principe d'abonnement là, qui est dans l'industrie. Même chose pour les historiens de données. Donc, on va commencer à facturer par points historisés, par quantité de données et tout. Fait que là, les gens commencent à trouver que ça devient extrêmement cher. Fait qu'au lieu d'avoir des systèmes d'interposition pour anonymiser un peu d'où tes données proviennent, ben, on va faire un accès direct, mais c'est justement dès qu'il y a un accès direct qui est possible qu'on peut facilement pivoter. C'est ça. Donc, pour répondre, je pense clairement à la question, c'est comme non, il n'y a pas de solution, parce que c'est plus à aller d'un côté réseau. C'est plus d'installer, oui, ta DMZ, puis après, tu as des répliques. Là, il te faut peut-être 3 accès, ça coûte plus cher. Mais après, tu sais, ça reste que je pense que Théo, oui, c'est beaucoup plus archaïque, on l'a dit pendant tous nos podcasts, mais ça reste que c'est des solutions qui sont quand même simples. C'est de l'architecture de réseau qu'il faut y aller.
puis de rester dans les assez simplistes avec une DMZ, puis après, tu as tes niveaux de sécurité, tu as tes niveaux, du Purdue Model, que tu sais, au début, tu as ton contrôle, tu as tes zones segmentées pour ta sécurité, pour tes données qui doivent être transférées vers TI. Mais c'est plus une question de ça. Puis après, ben, tu vas avoir des solutions. Si oui, tu veux aller avec ta remote, une accès à distance, mais là, tu vas peut-être avoir un PAM côté identité pour ton accès à distance. Mais ça reste que quand on parle d'historien, je pense que c'est vraiment côté réseau de comment tu vas setuper ton réseau. Là, tu mentionnais justement certains éléments ou certains composants qu'on retrouve en Théo. Ces composants-là doivent avoir des identités ou une certaine façon de contrôler les accès à ceux-ci. Est-ce qu'on retrouve de mauvaises pratiques dans ces environnements-là aussi ou c'est un peu plus contrôlé? Ben, les mauvaises pratiques de compte de service, ça reste les mêmes mauvaises pratiques de compte de service. Il y a des vieux péchés qui se font en TI, qui se font exactement en TO, là. Donc, De genre de vieux péchés. As-tu des exemples de vieux péchés, justement, pour qu'on puisse les mettre en évidence? Un des classiques, c'est utiliser l'usager administrator pour pratiquement tous les comptes de service en TO. Ça arrive assez régulièrement. Admin ou administrator. Donc, puis, admin 1, 2, 3, 4. Ouais. Puis surtout quand tu es dans un grand système, des fois, il y a des installations assez larges. Si tu l'utilises, tu viens qu'à te demander ça sert à quoi cet usager de service-là? S'il n'y a pas une certaine rigueur au niveau des identités, dire, mettons, c'est quoi? Mets-moi SVC, quelque chose, explique-moi d'où ça vient, là, puis autrement, on s'y retrouve plus. Là, puis ça, n'importe quel bon sysadmin va nous résumer assez rapidement quoi faire et quoi ne pas faire là, au niveau des comptes de service, là, ou, comptes de service avec des dates d'expiration, puis magiquement, le mot de passe est expiré, mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche plus. Donc, plein de petits pépins qui sont typiquement TI, là, qu'on vit dans le TO, puis vu qu'on c'est moins présent à l'esprit, prend des fois un certain temps avant de résoudre la chose. Est-ce qu'il existe des moyens centralisés pour gérer ces différentes pièces d'équipement-là, au même titre qu'il y a, du moins pendant des années, il existait des formes de script-ish, console-ish qui permettaient de, disons, déployer des configurations sur un parc d'équipements télécom, switch routeur, des éléments comme ça qui étaient à certains égards artisanales puis il y avait des outils commerciaux équivalents qui permettaient de faire la même chose. Est-ce que c'est une voie comme ça ou on est encore dans beaucoup plus artisanal, comme ce que j'ai certains de mes amis qui me racontaient leur script de fou en bash qui allait genre drainer toutes les configs à intervalles réguliers, puis qui allait faire une panoplie de maintenance scriptée en shell sur les différentes choses, ou on est vraiment plus mature que ça en Théo maintenant? Non, on laisse admin, puis ça va bien. Honnêtement, c'est plutôt comme ça, là. Non, l'industrie tend à se réformer puis à adapter de plus en plus de bonnes pratiques, là, mais dans les plus petites installations, là, ça peut être vraiment fait à la bonne franquette, là. Je pense que les plus gros joueurs prennent conscience des profits qu'ils perdent avec ça, s'ils sont un peu laxistes en termes de cyber puis la gestion des identités, mais c'est vraiment les PME, les petits manufacturiers que force est d'admettre qu'ils n'ont peut-être pas toujours les bonnes pratiques. Puis, l'emplacement, il est pour beaucoup, là, des fois, les gens de talent, dès qu'on est dans une région un petit peu plus éloignée, c'est pas facile d'attirer des gens qui ont l'expérience et la formation aussi. Donc, c'est pas facile. Ah, ben effectivement, le propre du Théo, c'est sûr, il y a de l'industriel classique qui sont proches de villes ou de centres urbains. Mais il y a une bonne partie. Je pense qu'on avait déjà fait référence aux plateformes pétrolières, par exemple. C'est proche de rien, ces choses-là. Je crois que le minier aussi est proche de rien. Hydro-Québec est un autre exemple où c'est proche de rien. Il y a beaucoup de barrages qui sont excessivement loin et peu disponibles. Donc, ça, dans le cas d'Hydro-Québec, on a la chance d'avoir quand même un pool de talent
qui compensent, mais pour d'autres types d'entreprises, c'est peut-être plus complexe d'attirer des gens qui sont capables d'avoir disons, une connaissance approfondie de tout ça. Là. On commence à voir poindre certaines entreprises qui commencent à offrir des services gérés en TO, un peu comme les MSP, mais en TI, là, mais en TO, mais c'est pas si commun que ça, là, mais l'offre commence à se présenter sur le marché. Là. Camille, tu as l'air de douter un peu de cette situation ou de cet énoncé. Non, non, je pense que c'est là, ça grossit beaucoup. Mais après, c'est que qu'est-ce que je doute, c'est le Managed Defense pour OT. La plupart des clients loguent rien. Qu'est-ce que tu veux défendre si tu n'as pas d'informations? Oui, je comprends, mettons, peut-être plus du côté des identités, oui, ça va aider. Mais je pense que j'extrapolais un peu plus dans tout ce qui est défense de la réponse. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Là, ça, faut le garder. Il faut pas que tu inventes le sujet. Le sujet maintenant, ça va être prendre notre prochain enregistrement, ça. Puis justement, pour te faire dévier de ça, au niveau de la gestion des incidents, puis qui est un peu connexe à ce que tu viens de mentionner, est-ce que vous voyez, vous avez vu des éléments où ces identités-là sont réutilisées, où la faiblesse de l'usage des identités est un point majeur des incidents que vous avez eu malheureusement l'occasion de rencontrer? Oui, dans plusieurs des pentests qu'on a fait, même d'utiliser les faiblesses des systèmes, de l'AD IT pour rentrer finalement dans ton OT parce que la plupart des opérateurs vont avoir un compte sur tes TI puis ils vont avoir un compte sur tes TO. Puis ben là, les TO, ils disent c'est TO, c'est air gap, il n'y a pas grand-chose, fait qu'on s'en fout du mot de passe, fait que tu remets le même. Fait qu'après, on peut facilement utiliser les deux pour continuer la percée, oui. Puis soit même si tu as un VPN, après, est-ce que ton VPN qui rentre sur tes TO dirait qu'il y a un MFA, un deuxième authentificateur? Non, oui, ça va aider parce que après, tu peux juste prendre le même mot de passe qu'il a pris. Fait que oui, ils vont l'utiliser souvent dans des pentests. Après, réponse aux incidents, non. Ouais. Moi, ce qui m'avait impressionné, j'avais vu les pentesters à l'action, le côté mini-métaux, puis très rapidement, tu leur donnes un usager régulier, ils vont commencer à scanner les différentes machines auxquelles ils ont accès, ils vont essayer de trouver des sessions inactives d'accès à distance, ils vont carrément faire un dump mémoire de l'exécutable, puis ils vont aller chercher en clair le mot de passe, et c'est fait. Fait que là, quand tu te rends compte de tout ça, tu te dis, OK, je vais juste mettre une petite politique non-non de dire que les sessions inactives ou déconnectées sont terminées après, mettons, je sais pas, 4 heures, 24 heures, tu vois, ce qui fait consensus dans l'équipe. Ça t'évite une panoplie de problèmes au niveau là, des intrusions. Là. C'est comme, les gens se doutent pas comment c'est des petites pratiques niaiseuses là, qui sauvent la journée. Juste le fait que tu n'as pas une session inactive d'un domaine admin, ça fait que tu ne seras pas panné. Qui l'a cru, là. Quand j'ai vu ça à l'action, je suis comme, je peux pas croire que ça se passe de même. Ben oui. C'est de même que ça se vole des identités. Fait qu'on n'a pas sitôt été déçu de l'architecture AD. Remote Desktop Services, c'est pas tant fiable non plus, là. Ouais, beaucoup de limites sont dans le monde des TI, on le voit régulièrement, ce type de bref, on est dans le même univers. C'est les mêmes technos, hein. Ouais, ben, c'est un peu triste aussi à certains égards. C'est les mêmes problèmes aussi que vous vivez de ce côté-là. Alors, on a fait un bon tour sur ce qui touche les identités. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez couvrir? Je pense qu'on a... Moi, je sais que comme nouveau dada, là, je vois de plus en plus des demandes pour des objets industriels connectés. Là. Fait que si on a l'occasion de s'en reparler, je te ferai part
j'en suis dans mes réflexions par rapport à ça. Je sais que Camille, elle, c'était tout ce qui est quoi, réponse aux incidents. Ouais, on va y aller avec le logging puis la défense. Oh, Oui, ben, excellent, mais je vous remercie. C'est toujours très intéressant ces conversations-là parce que c'est, en tout cas pour moi, une facette que je connais peu. Puis justement, ça me permet de voir que les malheurs qu'on a vécus, ben, malheureusement, vous les vivez aussi. Donc, c'est de peut-être favoriser un peu un échange entre ces deux univers-là qui, parce qu'à priori, sont malheureusement un peu trop séparés des solitudes. Donc, oui. si on peut aider les gens à tendre la main vers les gentils, vers les Théo, ben, je pense qu'on va en faire un gain assez important en termes d'augmentation de notre posture globale. Allez-y en usine, c'est le fun. Oui. Oui. C'est à la base. Pour l'avoir déjà fait, là. Ben oui. Mais de toute façon, ça revient à connaître son client, connaître son cœur de métier, c'est quelque chose. Puis je te dis, même dans le non industriel, ce problème-là demeure que les gens en TI ont peu de curiosité par rapport au cœur de métier dans lequel ils supportent, parce que c'est ça que c'est les TI, c'est pour supporter le business. Ça a l'air de généraliser comme problème, malheureusement, parce que vous n'êtes pas les seuls à subir ce malheur-là. Bref, je vous remercie énormément. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.